La belle saison venue, mon père aimait à nous emmener, mes frères et moi, dans de longues promenades. Un de nos buts favoris était Ormesson, et de suivre le Morбrat, rivière large d'1 mètre, traversant des prairies où poussent des fleurs qu'on ne rencontre nulle part ailleurs, et dont j'ai oublié le nom. Des touffes de cresson ou de menthe cachent aux pieds qui se hasardent l'endroit où commence l'eau. La rivière charrie au printemps des milliers de pétales blancs et roses. Ce sont les aubépines. Un dimanche d'avril 1917, comme cela nous arrivait souvent, nous prîmes le train pour la Varenne, d'où nous devions nous rendre à pied à Ormesson. Mon père me dit que nous retrouverions à la Varenne des gens agréables, les Grangier. Je les connaissais pour avoir vu le nom de leur fille, Marthe, dans le catalogue d'une exposition de peinture. Un jour, j'avais entendu mes parents parler de la visite d'un monsieur Grangier. Il était venu avec un carton empli des œuvres de sa fille, âgée de 18 ans. Marthe était malade. Son père aurait voulu lui faire une surprise, que ses aquarelles figurassent dans une exposition de charité dont ma mère était présidente. Ces aquarelles étaient sans nulle recherche. On y sentait la bonne élève de cours de dessin tirant la langue, léchant les pinceaux. Sur le quai de la gare de la Varenne, les Grangier nous attendaient. Monsieur et madame Grangier devaient être du même âge, approchant de la cinquantaine. Mais madame Grangier paraissait l'aînée de son mari. Son inélégance, sa taille courte, firent qu'elle me déplut au premier coup d'œil. Le père, lui, avait l'air d'un brave homme, ancien sous-officier, adoré de ses soldats. Mais où était Marthe? Je tremblais à la perspective d'une promenade sans autre compagnie que celle de ses parents. Elle devait venir par le prochain train dans un quart d'heure, expliqua monsieur Grangier, n'ayant pu être prête à temps. Son frère arriverait avec elle. Quand le train entra en gare, Marthe était debout sur le marchepied du wagon. « Attends bien que le train s'arrête !» lui cria sa mère. Cette imprudente me charma. Sa robe, son chapeau, très simple, prouvaient son peu d'estime pour l'opinion des inconnus. Elle donnait la main à un petit garçon qui paraissait avoir 11 ans. C'était son frère, enfant pâle, aux cheveux d'albinos, et dont tous les gestes trahissaient la maladie. Sur la route, Marthe et moi marchions en tête. Mon père marchait derrière, entre les Grangier. Mes frères, eux, bâillaient avec ce nouveau petit camarade chétif à qui l'on défendait de courir. Comme je complimentais Marthe sur ses aquarelles, elle me répondit modestement que c'était des études. Elle n'y attachait aucune importance. Elle me montrerait mieux, des fleurs stylisées. Je jugeais bon, pour la première fois, de ne pas lui dire que je trouvais ces sortes de fleurs ridicules. Sous son chapeau, elle ne pouvait bien me voir. Moi, je l'observais. « Vous ressemblez peu à madame votre mère, » lui dis-je. C'était un madrigal. « On me le dit quelquefois, mais quand vous viendrez à la maison, je vous montrerai des photographies de maman lorsqu'elle était jeune. Je lui ressemble beaucoup. » Je fus attristé de cette réponse, et je priai Dieu de ne point voir Marthe quand elle aurait l'âge de sa mère. Voulant dissiper le malaise de cette réponse pénible, et ne comprenant pas que, pénible, elle ne pouvait l'être que pour moi, puisqu'heureusement Marthe ne voyait point sa mère avec mes yeux, je lui dis « Vous avez tort de vous coiffer de la sorte, les cheveux lisses vous iraient mieux. » Je restais terrifié, n'ayant jamais dit pareille chose à une femme. Je pensais à la façon dont j'étais coiffé moi. « Vous pouvez le demander à maman ?» comme si elle avait besoin de se justifier. D'habitude, je ne me coiffe pas si mal, mais j'étais déjà en retard et je craignais de manquer le second train. D'ailleurs, je n'avais pas l'intention d'ôter mon chapeau. Quelle fille était-ce donc, pensais-je, pour admettre qu'un gamin la querelle à propos de ses mèches? J'essayais de deviner ses goûts en littérature. Je fus heureux qu'elle connût Baudelaire et Verlaine, charmé de la façon dont elle aimait Baudelaire, qui n'était pourtant pas la mienne. J'y discernais une révolte. Ses parents avaient fini par admettre ses goûts. Marthe leur en voulait que ce fût par tendresse. Son fiancé, dans ses lettres, lui parlait de ce qu'il lisait, et s'il lui conseillait certains livres, il lui en défendait d'autres. Il lui avait défendu Les Fleurs du Mal. Désagréablement surpris d'apprendre qu'elle était fiancée, je me réjouis de savoir qu'elle désobéissait à un soldat aussi nigaud pour craindre Baudelaire. Je fus heureux de sentir qu'il devait souvent choquer Marthe. Son fiancé lui avait aussi défendu les académies de dessin. Moi qui n'y allais jamais, je lui proposais de l'y conduire, ajoutant que j'y travaillais souvent. Mais, craignant ensuite que mon mensonge fût découvert, je la priais de n'en point parler à mon père. Il ignorait, dis-je,
que je manquais des cours de gymnastique pour me rendre à la grande chaumière, car je ne voulais pas qu'elle pût se figurer que je cachais l'académie à mes parents, parce qu'ils me défendaient de voir des femmes nues. J'étais heureux qu'il se fît un secret entre nous, et moi, timide, me sentais déjà tyrannique avec elle. J'étais fière aussi d'être préférée à la campagne, car nous n'avions pas encore fait allusion au décor de notre promenade. Quelquefois, ses parents l'appelaient. « Regarde, Marthe, à ta droite, comme les coteaux de Chenevière sont jolis. » Ou bien, son frère s'approchait d'elle et lui demandait le nom d'une fleur qu'il venait de cueillir. Elle leur accordait d'attention distraite, juste assez pour qu'ils ne se fâchassent point. Nous nous assîmes dans les prairies d'Ormesson. Dans ma candeur, je regrettais d'avoir été si loin et d'avoir tellement précipité les choses. Je croyais qu'il s'était passé des choses graves. C'était d'ailleurs vrai, simplement, je le sus dans la suite, parce que Marthe avait faussé notre conversation dans le même sens que moi. Mais moi qui ne pouvais m'en rendre compte, je me figurais lui avoir adressé des paroles significatives. Je croyais avoir déclaré mon amour à une personne insensible. J'oubliais que monsieur et madame Grangier eussent pu entendre sans le moindre inconvénient tout ce que j'avais dit à leur fille. Mais moi, aurais-je pu le lui dire en leur présence? Marthe ne m'intimide pas, répétai-je. Donc, seul, ses parents et mon père m'empêchent de me pencher sur son cou et de l'embrasser. Profondément en moi, un autre garçon se félicitait de ces troubles faits. Celui-ci pensait « Quelle chance que je ne me trouve pas seul avec elle, car je n'oserais pas davantage l'embrasser et n'aurais aucune excuse. » Ainsi triche le timide. Nous reprenions le train à la gare de Sucy. Ayant une bonne demi-heure à l'attendre, nous nous assîmes à la terrasse d'un café. Je dus subir les compliments de madame Grangier. Il m'humiliait. Il rappelait à sa fille que je n'étais encore qu'un lycéen, qui passerait son baccalauréat dans 1 an. Marthe voulut boire de la grenadine, j'en commandai aussi. Le matin encore, je me serais cru déshonoré en buvant de la grenadine. Mon père n'y comprenait rien. Il me laissait toujours servir des apéritifs. Je tremblais qu'il me plaisantât sur ma sagesse. Il le fit, mais à mots couverts, de façon que Marthe ne devina pas que je buvais de la grenadine pour faire comme elle. Arrivé à F, nous dîmes adieu au Grangier. Je promis à Marthe de lui porter le jeudi suivant la collection du journal Le Mot et Une saison en enfer. Encore un titre qui plairait à mon fiancé. Elle riait. Voyons, Marthe, dit, fronçant les sourcils, sa mère qu'un tel manque de soumission choquait toujours. Mon père et mes frères s'étaient ennuyés. Qu'importe. Le bonheur est égoïste.